Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue sur La Buvette. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode spécial. J'ai en effet la chance d'accueillir à mes côtés la fabuleuse Flora Mazarico, qui est une amie précieuse avant tout, mais également une coach de vie, auto-entrepreneuse et fondatrice d'Inspiravie. Je vous partage dans la description les liens vers son identité visuelle et son entreprise, afin d'en savoir plus sur cette merveilleuse invitée du mois de janvier. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de la résilience. Et il se trouve que Flora est l'invitée idéale puisque c'est elle qui va prendre la parole et raconter comment la résilience a parsemé son chemin de vie au parcours extraordinaire. Flora, elle véhicule un message qui est fort, un message d'espoir, un message de force intérieure et évidemment de résilience. Avant qu'on commence, je tiens à vous remercier pour les retours absolument fantastiques que j'ai découverts sur Apple Podcast. Et grâce à vous, l'émission grandit et elle affirme sa place dans la belle communauté de podcasteurs et de podcasteuses de France. Alors vraiment du fond du cœur, un grand merci à vous. Bref, revenons-en à nos moutons. Flora, bienvenue, merci d'être là. Je te laisse te présenter à la communauté. Écoute, donc moi c'est Flora. J'ai eu un accident de voiture en 2017 qui m'a rendue paraplégique. Et plein d'autres choses. J'ai perdu pas mal d'organes, coma, centre de rééducation pendant 1 an et demi. Et puis, j'ai pas eu le choix de rebondir. Aujourd'hui, je suis coach de vie. Pourquoi être coach de vie ? Parce que mon passé et mon expérience a fait que j'ai envie aujourd'hui d'accompagner les gens sur un traumatisme, un objectif, une épreuve qu'ils ont vécu ou alors sur le fait de vouloir rebondir de quelque chose. J'ai cette envie-là parce que je me suis pas sentie accompagnée moi dans mon passé en termes de rééducation, en termes de dans mon futur en fait, quand il y a un événement qui arrive, tu te retrouves tout seul en fait. Tu as l'impression qu'il y a plus personne qui est là pour toi, il n'y a plus personne qui peut te comprendre, t'es clairement dans ton lit d'hôpital ou dans ton lit de centre de rééducation et t'attends en fait et tu te dis qu'est-ce qui va se passer après et t'as personne. Et avoir quelqu'un qui a vécu un traumatisme ou quelque chose de compliqué et qui puisse t'aider sur aller de l'avant, rebondir, trouver un objectif, t'accompagner vraiment. Et moi c'est quelque chose qui me parle et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu un traumatisme aussi, qui ont envie peut-être d'être accompagnées par quelqu'un qui a subi quelque chose qui ressemble à leur histoire, quoi. T'avais quel âge quand tu as eu ton accident ? 17 ans. J'ai vu 3 psys. Une en réa, à l'hôpital, une autre en centre de rééducation et une autre à l'extérieur que j'ai voulu voir de moi-même. Mais clairement, je suis pas là pour raconter ma vie, j'ai besoin qu'on m'emmène au-delà de ce que j'ai vécu en fait. J'ai envie, tu vois, c'est en fait le coaching de vie, tu vois. Peut-être que ça aide des gens, mais moi, j'avais besoin de travailler sur moi, qu'on m'emmène plus loin en fait. Clairement le coaching de vie ou le développement personnel, quelque chose où j'ai besoin de travailler et même de réfléchir par moi-même. J'avais pas envie qu'on me dise ce que je devais faire en fait. Donc voilà, et puis du coup... Donc on a fait cette formation de coaching de vie, puis on a dû s'accompagner entre nous. Donc là j'ai fait un accompagnement sur tout ce qui est lâcher prise et tout, et incroyable. Ouais. Ah ouais, non mais je te jure, aujourd'hui je me sens trop, je sais pas, genre à ma place, genre mais trop... Puis j'ai pas peur de dire non, j'ai pas peur de... Il y a un truc qui te plaît pas, écoute c'est pas grave, moi ça me va, et je suis en accord avec ce que je fais, et puis voilà. Ne plus avoir peur de dire non.
Je trouve que c'est une affirmation de soi qui est puissante et admirable. Flora, dis-moi, à la suite de ton accident, à quel moment est-ce que tu as vraiment réalisé que ta vie entière, elle venait de prendre un tournant colossal? En fait, quand j'étais en centre de rééducation, t'arrives au centre de rééducation, donc moi j'étais encore vraiment dans... je pouvais toujours pas bouger, je pouvais pas m'asseoir à 90 degrés, enfin vraiment j'étais dans un état catastrophe, vraiment. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, tu peux même pas t'asseoir. Tu pourras jamais te mettre debout ou tu auras des difficultés à le faire. Tu vas être dans un fauteuil roulant. Et en fait, c'est vraiment là où je me suis rendu compte de la suite de ma vie, en fait. Parce qu'on m'a vraiment mis face au fait d'accepter que je vais finir ma vie dans un fauteuil. Et à ce moment-là, du coup, t'as vraiment deux choix. C'est soit tu te morfonds dans ton lit d'hôpital et tu pleures et t'es mal et puis t'acceptes jamais ce qui t'arrive et puis ta vie, bah, clairement, c'est que du négatif. Soit tu rebondis, tu te dis, bon, ok, je vais être dans cette situation-là, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant et puis faire de mon histoire et faire du handicap et faire de ce que je vis aujourd'hui une force. Et vraiment, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit ça, tu vois. Je me suis vraiment dit, j'ai deux possibilités, je choisis laquelle. Et c'est ça la résilience pour toi? Pour moi, à ce moment-là, t'es même pas encore dans la résilience. Parce que t'es encore dans ce truc de... ce procédé où tu te dis, je fais quoi? La résilience, pour moi, c'est le après. C'est quand tu t'es rendu compte que t'as été forte, t'as été courageuse, t'y es arrivée, t'es capable. Ça a marché, tu vois, t'as tout ce procédé-là pour moi, c'est après la résilience. Là, sur le moment, j'étais vraiment dans... J'avais plein de doutes, mais d'un côté, j'étais certaine que ça allait le faire, quoi. Enfin, c'était vraiment un entre-deux qui était compliqué à vivre parce que, du coup, tu vis la solitude, tu vis la tristesse, tu vis le doute, mais à côté de ça, t'es presque excitée d'être dans l'après parce que le présent, tu veux pas le vivre, en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, là, t'es dans ton lit d'hôpital. Tu te fais soigner, tu te fais laver, tu te fais habiller. Il n'y avait plus aucune intimité. J'ai complètement perdu mon corps, j'ai complètement perdu ma tête parce que j'étais bourrée de médoc. J'avais plus rien qui m'appartenait en fait. Ok, premier objectif, c'est retrouver ça déjà. Retrouver ton corps, retrouver ton intimité, retrouver complètement ta tête en fait, gérer tout ça. Et après, tu verras ce que tu fais. Donc ça a été un long chemin d'accepter les cicatrices, accepter le handicap, accepter tout ce qui est autour de tout ça, le fauteuil. Après, j'ai foncé, quoi, j'ai pas arrêté. 4 ans et demi après, je me bats encore en rééducation pour marcher, je me bats encore pour faire ce que j'ai envie de faire, je me bats encore pour retirer les clichés du handicap. Je me bats pour tout ça. C'est pas parce que t'es handicapé que tu peux rien faire de ta vie, que tu peux pas gagner ta vie, que tu restes dans ton lit et que tu fais rien de ta journée. Non, en fait, il y a toute forme de handicap, mais le handicap, c'est trop négligé, en fait. Les gens, ils ont une image du handicap où tu peux rien faire, t'as plus de tête, ou t'as plus de corps, ou t'as plus rien. Mais en fait, chacun a sa force dans son handicap, en fait. Pour moi, le handicap, c'est beau, en fait. Vraiment, t'as cette force-là d'être passé au-dessus de tout ça, en fait. Franchement, il n'y a pas plus beau, moi, je trouve. Et la résilience, c'est ça, tu vois, pour moi. C'est vraiment te dire, t'as vécu tout ça. Ça me met la larme, là. Ouais, moi aussi. J'ai un peu les petites larmes aux yeux. T'as vécu tout ça et malgré tout ça... t'es là en fait, tu vois, t'es là, t'as la force d'eux, et t'as le courage d'eux, et t'es fière de toi en fait, vraiment. Non mais franchement, c'est des larmes de joie, enfin ouais. Vraiment de force, de courage, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils voient le handicap et tout ce procédé-là comme de la faiblesse, mais en fait, c'est de la force, et on ne demande pas à être plein. On ne demande pas à avoir de la pitié, on ne demande pas les gens à culpabiliser pour nous. On demande aux gens de nous sourire, même s'ils veulent nous regarder parce qu'on est différent, on s'en fout. Mais juste, voyez la force qu'on a en fait. Enfin, c'est pas voyez de la pitié, voyez de la culpabilité. Enfin, on veut pas de ça en fait.
on demande d'avoir de la force justement. Et pour moi, la résilience, c'est ça, c'est avoir la force d'accepter ce qui se passe, d'aller de l'avant et de foncer en fait. Pour moi, cette force-là, on peut tous l'avoir. Tu vois, je vais croiser des personnes, ils vont me dire mais qu'est-ce que t'es forte, mais qu'est-ce que t'es courageuse. Non, toi aussi tu l'as cette force en toi. C'est aussi l'expérience de la vie, les expériences de vie clairement. qui font. T'as pas besoin de passer par un état comme ça, d'avoir des accidents gravissimes et tout ça pour développer ça en toi. Pour moi, tout le monde l'a en soi, c'est juste que tu le développes pas parce que t'as pas été au plus bas en fait. Ouais. C'est le déclencheur. Ouais. Mais c'est comme tout, c'est la maturité, l'expérience, tu l'acquis. On dit que t'apprends dans les moments les plus durs, mais c'est la vérité. Ouais, je suis assez d'accord. Et en fait, c'est ça qui te crée en fait de la maturité, de l'expérience, de la responsabilité. C'est ça qui te crée. Et en fait, cette force-là, on l'obtient, entre guillemets, en étant tellement bas qu'en fait, on veut plus jamais y être. Et du coup, on crée la force de plus jamais y être, en fait. Ouais, au-delà de l'obtenir, c'est tu la crées, quoi. Tu la développes, tu l'inventes. Tu la développes, c'est clairement ça. Puis il faut avoir la force aussi d'être tous les jours dans un fauteuil, tu gaspilles de l'énergie. Hein. Pour te doucher, tu te douches le temps de te faire ton transfert, le temps de machin. Tu perds beaucoup de temps, en fait. Tu vois, le médecin rééducateur que j'ai, il me disait... une personne en situation de handicap, c'est comme un sportif de haut niveau. Parce que vous gaspillez tellement d'énergie à faire des choses du quotidien qu'on peut vous comparer à un sportif de haut niveau. C'est fou quand même. Le regard des gens par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance en fait aussi sur ce que c'est. C'est en train de changer, je trouve que ces dernières années, il y a beaucoup de personnes qui modifient la visibilité, la vision que les gens peuvent avoir sur le handicap. Et puis ils se rendent compte que le handicap, c'est pas juste un légume, quoi, clairement. Les gens ont la vision du handicap dans intouchable, quoi. La personne qui a plus de tête, qui a plus de corps. Non, mais Oui, c'est vrai. Mais en fait, la seule référence vraiment de film qu'on a en fait sur le handicap, c'est celle-là. C'est celle-là, en se disant le handicap, c'est ça. Bon, en fait, il a plus de corps et il a que sa tête pour penser et pour faire et machin. Mais non, pas du tout, les gars. Oh, réveillez-vous, hein, c'est pas ça le handicap. Hein. T'as toute forme de handicap, donc voilà, puis on n'en parle même pas, mais le handicap invisible. Toutes les personnes qui souffrent de n'importe quelle sorte de handicap et qui sont, comme toi, debout, souriantes, sans fauteuil, sans canne, sans déformation visuelle, sans rien, mais qui sont en situation de handicap et qui souffrent comme une personne qui est en fauteuil roulant, comme une personne qui est dans n'importe quelle situation, en fait. Mais c'est juste qu'on n'en parle pas assez, en fait. Dans mon auto-entreprise, là, que j'ai montée, sur le côté patient-témoin, c'est ça mon objectif, tu vois. Patient-témoin, c'est intervenir dans différentes structures pour témoigner de son vécu. Mais j'aimerais sensibiliser les écoles, par exemple. C'est bien beau de sensibiliser les écoles avec des gendarmes, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on sensibilise les écoles. Mais aujourd'hui, tu sensibilises les écoles avec quelqu'un qui a un vécu derrière, qui a vécu les choses, qui est capable d'en parler. Les enfants, ou les collégiens, ou les lycéens, clairement, ça va beaucoup plus percuter que si c'est des gendarmes qui viennent leur raconter le handicap, la drogue, les accidents de la route, voilà. Aujourd'hui, c'est ça, c'est comme ça qu'on sensibilise les écoles. Mais les enfants, j'ai envie de te dire, tu leur mets une personne qui a subi un accident de la route comme moi, mais ils percutent beaucoup plus que si c'est un gendarme qui leur explique les choses. Mais voilà, moi j'aimerais sensibiliser les écoles sur le handicap pour qu'on change complètement la vision du handicap. J'aimerais créer des groupes de parole sur différents sujets autour du handicap. J'aimerais intervenir auprès des soignants pour qu'ils aient un meilleur soin auprès de leurs patients sur tout ce qui est psychologique, quoi. Aujourd'hui, les soignants, il y a des soignants qui sont très bien, mais il y a des soignants qui savent pas comment agir. Et ces soignants-là, les accompagner sur comment agir avec quelqu'un qui a une paraplégie, comment agir sur quelqu'un qui a un cancer, par exemple, sur toutes les formes de maladies, handicap, soins, peu importe. J'aimerais même accompagner les patients en tant que patient témoin, du coup, à rebondir. Ok, ouais, t'es dans un lit d'hôpital, mais ta vie, elle s'arrête pas là. Regarde, oui, tu pourras avoir ton appart, oui, tu pourras conduire, oui, tu pourras travailler, tu peux faire tout ce que tu veux. Ta vie, elle s'arrête pas là, en fait. Apporter ce message-là
à des patients, des nouveaux patients, à des enfants, à n'importe qui en fait. Je suis ouverte à toute proposition parce que j'ai envie que ça bouge. C'est aussi une question d'autonomie parce que du coup, de pas dépendre de quelqu'un toute ta vie, quoi. Mais moi, j'en avais aucune idée de ça. À 17 ans, mais j'avais l'impression que j'allais vivre chez mes parents, mais toute ma vie. Que j'allais avoir quelqu'un qui allait m'accompagner tout le temps. Mais tu penses ça à 17 ans, tu te dis, mais c'est foutu, quoi. Mais non! Mais bats-toi, en fait. Bats-toi pour avoir ce que tu as envie d'avoir. Bats-toi pour avoir l'autonomie que tu veux. Aujourd'hui, j'ai ma voiture, je circule comme je veux, j'ai mon appart, j'en fais ce que je veux. Je suis 100% autonome, j'ai besoin de personne, en fait. Ça, c'est super. Les soignants, ils sont là du matin jusqu'au soir. On passe des moments aussi joyeux avec eux. On mange avec eux le midi, on les voit le matin, ils nous réveillent, ils nous lavent, ils nous habillent. Enfin, ils remplacent la famille d'un côté. Enfin, c'est vraiment ça. Ce rôle, ils ont ce rôle-là maternant, j'ai envie de dire. Moi, les aides-soignants, ils m'ont aussi sauvée. J'ai toute ma reconnaissance à avoir envers eux, quoi. Enfin, mais ils n'ont pas su clairement me dire t'inquiète pas Flora, ça ira. T'inquiète pas. J'ai dû aller chercher auprès d'autres paraplégiques qui ont du coup des exemples de vie pour moi qui sont fous, qui ont réussi à remarcher, qui ont fait de leur vie qui est un exploit, quoi, clairement pour moi. Et j'ai dû aller chercher auprès d'eux, discuter avec eux pour me dire ok, bon bah c'est bon, ma vie j'ai envie d'en faire un long voyage où je vais faire plein de choses et j'ai envie d'être un exemple pour beaucoup de personnes pour changer les choses en fait. Tu voulais faire un parallèle avec la courbe du deuil du coup ? Ouais. Donc la courbe du deuil, comment je l'ai vécue moi ? Déjà, je l'ai pas vécue dans le sens où on l'a décrit, cette courbe du deuil. Elle commence par le choc, ce qui est logique. Et après, il y a le déni, puis ensuite la colère, puis ensuite la peur. Moi, je l'ai pas du tout vécu dans ce sens-là. Le déni, je l'ai eu après la colère et la peur, en fait. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est j'étais en colère contre tout le monde, parce que j'avais l'impression qu'on m'avait rien expliqué. Et je comprenais rien à ce qui se passait, et je savais pas pourquoi j'étais là, et je comprenais rien, en fait. Et après, j'ai eu la peur, parce que je me suis dit, mais j'ai 17 ans, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Et personne me dit rien, et qu'est-ce que ma vie, elle va être, et pourquoi, et comment, et avec qui, et du coup, là, j'ai flippé, là. Il y a la tristesse de me dire... j'ai 17 ans, mais je vais jamais plus profiter avec mes amis. Je vais plus pouvoir faire ce que je faisais avant. Aller en week-end avec mes copines, je pourrais plus. Même aller au lycée, quoi, le truc bateau, quoi. Je me dis, mais comment je vais faire pour aller au lycée ? Et du coup, j'ai été triste de tous ces trucs au quotidien, en fait. On se rend pas compte, mais c'est du bonheur, en fait. Aller au lycée, profiter avec tes collègues de classe, le temps de midi, enfin, des trucs complètement, bateau en fait. Anodin, ouais. Donc voilà, et après j'ai eu le déni. Après j'ai eu le déni à me dire, non mais c'est pas possible, c'est pas possible, ils me font une blague quoi, enfin, non mais vraiment. Et puis me dire, oui bah de toute façon je vais être dans le fauteuil 6 mois, puis après je vais en sortir quoi. Puis maintenant ça fait 4 ans et demi quoi. Ça a été fort pour toi ce sentiment de déni là ? D'un côté je me dis j'y suis encore, tu vois. Parce que je te dis 6 mois mais je pense que c'est la première année. La première année, toute l'année où j'étais en centre de rééducation, je me dis ça durera le temps où je suis en centre de rééducation. Puis ça changera après, de toute façon je serai plus dans un fauteuil, n'importe quoi. Et des fois je me le dis encore. Tu vois, je me bats pour retrouver... la marche et clairement toute cette autonomie-là. Mais d'un côté, je me dis, est-ce que c'est possible ou est-ce que je suis encore dans le déni, quoi ? Je me pose clairement la question. Mais pour moi, être dans ce déni-là, c'est être dans le négatif. Donc je me dis, j'ai envie d'y arriver et puis voilà. Puis au pire, si j'y arrive pas, j'aurais perdu 5 années de ma vie et puis ça sera pas perdu parce que j'aurais grandi, puis j'aurais appris, puis je me serais rendu compte de la force que j'ai. Mais est-ce que ces 5 années-là de rééducation à me battre, à vouloir la marche, est-ce que c'est du déni ? Et est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est de l'espoir aussi, tu vois ? Ouais, voilà. La limite, elle est mince, du coup. Non, mais oui, clairement. Parce que sans l'espoir, t'aurais pas non plus la force de le faire, de passer autant de temps
Non. Et puis quand tu vois que t'as un minimum de résultats, tu t'accroches à ça. C'est pour ça, je sais, le déni, en fait, comme tu dis, le fossé, il est tellement petit entre... T'as faim? je sais pas. Entre d'autres sentiments et voilà que on sait jamais si on y est encore en fait. Mais j'ai vécu le gros déni en me disant, de toute façon dans 6 mois, ça sera plus comme ça quoi. Et puis après, t'acceptes. Alors comment t'acceptes? Parce qu'aujourd'hui, je n'accepte toujours pas le fauteuil roulant. Je vis avec, mais je n'accepterai jamais mon fauteuil roulant. Et c'est ça qui fait aussi ma force et mon courage de me lever tous les matins pour aller à la rééduque et de me battre chez le kiné pour essayer de remarcher. Je pense que si j'acceptais totalement mon fauteuil, je me battrais pas comme ça. Donc j'ai accepté pour vivre avec et pour m'adapter à la vie, mais j'ai pas accepté à 100% parce que pour moi, accepter à 100%, c'est me dire ta vie c'est le fauteuil quoi. Mais accepter, c'est aussi du coup pour moi la résilience quoi. C'est si t'as accepté de te reconstruire. T'as accepté ton traumatisme aussi. T'es plus dans la négativité. Ouais, c'est ce chemin-là vers la positivité et vers ta nouvelle vie d'un côté. Oui, parce que ça veut dire que t'acceptes ta vie au quotidien. Mm-hmm. T'acceptes ton appart aménagé en fonction. T'acceptes toutes ces choses qui vont autour. Mm. Si tu les acceptes pas, effectivement, tu restes dans ton lit et tu déprimes. Exactement. Quoi. C'est un peu facile, mais tu vois ce que je veux dire. Donc t'as quand même une part d'acceptation qui est inévitable. Ouais. D'un côté, t'es obligé d'accepter. Ouais. Pour vivre, t'es obligé d'accepter un minimum. Et puis après, de toute façon, t'as le pardon. Le pardon que je me suis clairement autorisé cette année. Donc 4 ans après. En fait, j'avais une certaine culpabilité. Tu vois, ce truc où en fait, t'es tellement dans le combat quotidiennement, tu te bats contre tout, contre le système, contre toi-même en fait, clairement pour le quotidien, contre tes jambes aussi. Clairement, j'avais cette notion d'être dissociée dans mon corps en fait. Parce que des moments, j'avais la haine contre mes jambes. Et cette haine-là, il faut te la pardonner. Pour moi, le pardon, il va aussi avec l'acceptation. J'étais persuadée d'avoir accepté, et j'ai accepté ce quotidien, mais en fait, je sais pas ce que je me suis pardonné. Je pourrais pas dire, mais cette année, je me suis pardonnée en tout cas à moi, et j'ai accepté complètement le fait de me dire, tu sors du combat, c'est bon, stop, t'arrêtes de te battre contre toi-même. Pour moi, c'est du pardon. C'est arrête d'être malveillante avec toi-même et sois dans la bienveillance et pardonne-toi en fait tout ce combat-là que tu voulais entreprendre tout le temps en fait. C'est de dire tu combats tout le temps et tout, stop. Aujourd'hui, je sais que je suis dans l'acceptation de moi-même, je me suis pardonnée sur des choses, j'ai lâché prise et ma vie elle est beaucoup plus saine quoi. Et puis même dans ma tête, c'est beaucoup plus bienveillant et je suis beaucoup plus bienveillante avec moi-même. Et j'avancerai mieux en étant plus bienveillante et en acceptant complètement ma situation et mon corps aussi. Qu'est-ce qui a été déclencheur de ça? La Suisse. Non, la Suisse, je suis partie en rééduc donc 2 mois. Et en fait, là-bas, ils m'ont trouvé un blocage. Mais que moi, j'avais jamais trouvé, quoi. C'est quand même dingue. Et tu te dis, les choses, elles arrivent tellement au bon moment et quand il faut, parce que... je pense que ça aurait été 6 mois avant, j'aurais été jamais prête d'avancer là-dessus. Et ils m'ont trouvé la peur d'aller de l'avant, mais physiquement. Donc en fait, de tomber en avant, j'avais peur je sais pas, tu vois, même si je basculais un peu en avant physiquement, non, lâchez-moi, je peux pas. Et c'était crise d'angoisse. Et mon kiné m'a dit, mais Flora, il y aurait pas une symbolique derrière tout ça? Ok, tu réfléchis, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a, machin, pourquoi? Et puis en fait, j'avais cette peur aussi d'aller vraiment vers l'avant, parce qu'en fait, j'avais pas accepté certaines choses et je m'étais pas pardonné certaines choses. Et du coup, ton corps, il veut pas. Il veut pas, en fait, aller de l'avant parce que t'as pas fini d'accepter et t'as pas fini de te pardonner. Et ta tête, c'est pareil. Ma tête, elle était, je pense, encore traumatisée sur des choses. Et ouais, eux, ils m'ont aidé sur tout ce plan-là d'accepter, en tout cas physiquement, ce qui se passait.
Et même mentalement, parce que de toute façon le physique va avec le mental. Et le fait d'avoir une rééducation sur le corps m'a aidé à l'avoir sur la tête, quoi. Corps et esprit seraient-ils liés? Bonne question. Écoute, sur la quête de sens, du coup, qui est la dernière partie de la courbe du deuil, je dirais que ma vision de la vie, elle est complètement différente. Et pour revenir à la résilience, je pense que c'est cette résilience-là qui m'a aidée aussi à faire le point sur toutes mes valeurs aujourd'hui, même sur la confiance en moi. Enfin, le fait d'avoir été résiliente sur mon passé et ce que j'ai vécu m'a aidée à avoir confiance en moi et à me dire, tu peux être fière de toi et aujourd'hui, tu as ces valeurs-là, tu as réussi à fonder ça, tu as réussi à être comme ça. J'ai une vision totalement différente de la vie, en fait. J'ai envie de la bouffer. Enfin, clairement, c'est le mot. Hein. C'est quand tu passes tellement près de la mort et de l'horreur, en fait, j'ai envie de dire clairement, parce que c'est ça. T'as envie de tout vivre, en fait, de tout explorer, de tout faire, T'as pas envie d'être négative, en fait. Ça arrive, hein, il y a des mauvais moments, comme tout le monde, hein, c'est humain. Mais j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça, tu vois. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes malsaines, avec des mauvais événements, des choses compliquées. J'ai envie de vivre dans le positif. Et c'est vraiment cette vision-là qui a changé en moi, tu vois. C'est vis ce que t'as à vivre sur le positif et balaye le négatif. Ouais, moi déjà, je voulais te demander si, selon toi, justement, la résilience, c'est une forme d'instinct de survie ou pas. Pour moi, à ce moment-là, comme on a dit tout à l'heure, t'es pas dans de la résilience. Mais la résilience, tu l'as, pour moi, après. Après, en fait, ou en tout cas, tu t'en rends compte après. L'instinct de survie, c'est quelque chose qui se fait en une fraction de seconde dans le cerveau, alors que la résilience, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un processus, justement. Plus long, je pense. Voilà, qui est plus long, qui se développe, comme tu as dit tout à l'heure. Bah oui, et puis pour moi, dans ton processus, du coup, de résilience, t'as, du coup, cette courbe du deuil qu'on a discuté. Ouais. C'est tu passes par plusieurs étapes qui font qu'à la fin, toutes ces étapes-là vont créer ta résilience. Ouais. C'est plus un processus, en fait. C'est un processus. Pour moi, en tout cas, ma définition à moi, c'est clairement un processus. Ouais, t'es passé d'un traumatisme à quelque chose où tu vas de l'avant, où t'as eu la force d'eux, le courage d'eux, et tu t'es adapté, en fait. Est-ce que, par exemple, toi, tu peux être dans ce processus-là? Et est-ce que l'entourage peut être quelque chose qui freine, ou au contraire, évidemment, qui t'aide dans ce processus? Mais est-ce que l'entourage doit lui aussi faire preuve de résilience? Pour moi, de toute façon, la résilience, tu l'as vu à partir du moment où tu as vécu un traumatisme, en fait. Enfin, tu as eu quelque chose de compliqué dans ta vie. Ce choix-là de te dire que tu restes dans le truc qui est compliqué, ou alors tu avances, tu l'as forcément, si tu vis quelque chose de compliqué. Mes parents, par exemple, ils ont été appelés une après-midi, il faut descendre sur Bordeaux, votre fille, elle est plongée dans le coma, elle a eu un accident de voiture. Ok. Ils font quoi? Ils restent dans le négatif ou ils m'aident à aller de l'avant? Tu vois, ce choix-là, ils l'ont eu aussi. Ce processus-là, à se dire, clairement, on a eu un choc. Notre fille, elle a eu un accident de voiture. Après, ils ont été en colère contre la personne qui m'a mis dans cette situation-là. Après, ils ont eu de la peur parce qu'ils ont douté, je pense. Ils ont dit, mais comment elle va être? Dans quel état? Machin. Ils ont eu peur. Ils ont été tristes. Et après, ils ont accepté la situation. Ils m'ont aidé à remonter. Ils m'ont aidé. Et puis, je pense qu'ils se sont pardonnés aussi à un moment donné en disant, de toute façon, on peut rien faire. Donc, ça sert à rien qu'on culpabilise pour elle. Tu vois, tout ce processus-là de la courbe du deuil, je pense qu'ils l'ont vécu aussi. Mes parents, ils ont fait du coup 6 heures de route pour descendre à Bordeaux, de Lyon. Et mon père me disait, j'ai roulé, mais j'étais dans ma tête, quoi. J'ai aucun souvenir de la route. Ils arrivaient à Bordeaux, fallait trouver un Airbnb, fallait venir me voir alors que j'étais dans le coma. Ils ont eu le discours du médecin, on sait pas si votre fille, on pourra la sauver. Enfin, c'est tout un truc où en fait, ils en ont pris plein la gueule, clairement, sur 3 heures. Et du coup, comment tu réagis face à ça, en fait? Tu fais la route, tu te poses 50 questions. Ma mère, dans quel état je vais retrouver ma fille? Mon père, putain, qu'est-ce qui se passe, machin. L'inquiétude. Il voit le médecin
qui leur dit bon, votre fille est dans un état critique, elle est entre la vie et la mort, on ne sait pas si on pourra la sauver. Ok, bon bah ce soir on loge où ? Comment on prévient la famille ? Est-ce qu'on la prévient ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'on attend ? En fait, t'es dans l'action, t'as pas le choix d'être dans l'action. Quand t'as toute ta famille à prévenir, c'est un sacré rôle quand même, parce que toi tu vis dans la tristesse, dans l'horrible tristesse de se dire ma fille a 17 ans, je sais pas si je la retrouverai vivante, mais il faut quand même que je le dise à toute ma famille. Moi je l'ai pas vécu, mais ça a dû être très compliqué pour eux, et la résilience ils sont résilients aussi pour moi aujourd'hui. Ils sont complètement résilients et leur vie a complètement changé aussi. Et pour toi, il existe plusieurs formes de résilience ? Franchement, c'est une bonne question. Je pense qu'on a tous notre définition de la résilience. En fonction de ce que t'as vécu, t'auras pas la même définition de la résilience. Après, tout se rejoint. Plusieurs formes de résilience, oui, peut-être. Tu vois, par exemple, une femme qui s'est fait battre pendant 10 ans par son mari, elle aura pas la même résilience que moi qui ai eu un accident de voiture et qui suis dans un fauteuil roulant. C'est une résilience complètement autre et un traumatisme complètement différent. Mais au fond, ça se rejoint. Ouais, la finalité est la même. Ouais, la finalité est la même. Elle aura pas vécu la même courbe du deuil, du coup. Elle aura pas vécu le même événement. Elle aura pas les mêmes traumatismes. Elle sera peut-être traumatisée sur sa confiance envers les hommes, sa confiance en soi, la relation avec son corps. Mais au fond, ouais, c'est la même chose pour moi. Le traumatisme n'est pas le même. Donc, dans tous les cas, le processus de résilience ne peut pas être le même. Ouais, voilà, les conséquences même du traumatisme ne sont pas les mêmes, comme tu dis. Mais la finalité de la résilience, ça se recoupe, quoi. Dans ce processus-là de la résilience, t'as du coup tous les facteurs, le déni, la tristesse, machin. Mais en fait, si tu passes pas par le déni, si tu passes pas par la tristesse, si tu passes pas par la colère, pour moi, tu peux pas être résilient après. Ça, c'est les facteurs. Ouais, pour moi, c'est des facteurs, clairement. T'as besoin de tout ça pour te rendre compte que t'as vécu ça et que tu deviendras ça. Est-ce que cette résilience, elle t'a apporté du courage ? Je dirais pas que la résilience, elle m'a apporté du courage, mais elle m'a apporté de la fierté, en fait. Enfin, déjà, elle m'a apporté de la confiance, parce que pour moi, quand t'es résilient, tu te rends compte de tout ce que t'as vécu, et puis tu regardes derrière toi et tu vois tout ce que t'as vécu et tu peux être que fier où t'en es aujourd'hui. Le courage, en vrai, je sais pas à partir de quand je l'ai eu, mais... Ouais, est-ce que le courage a plutôt été le déclencheur ou une part de la résilience, tu vois ? C'est peut-être pas une finalité, en fait. C'est pas une finalité. Pour moi, il fait partie du processus de la résilience. C'est ça. À un moment donné, quand par exemple, t'acceptes ta situation... t'es déjà courageux en fait. Après, peut-être que tu t'en rends pas compte. Tu te rends compte que t'es résilient, tu te rends compte que t'es courageux, et tu te rends compte que t'as eu la force d'eux. Mais quand t'acceptes, t'as le courage d'accepter. Quand tu te pardonnes, t'as le courage de te pardonner. Je te rejoins sur le fait que le courage, tu t'en rends peut-être compte en fait quand tu te rends compte que t'es résilient. Oui, sur l'instant, tu te sens pas particulièrement courageux ou courageuse ? Non, je pense pas. Et toi, est-ce que aujourd'hui, tu es quelqu'un qui accepte plus facilement tes vulnérabilités, qu'elles aient à voir ou non avec ton handicap, tu vois ? Je pense que je les cache. Toutes mes faiblesses, je veux que ce soit des forces. Mais je pense que c'est un problème parce que... En fait, j'ai aucun problème de parler de ce qui s'est passé dans le passé où, oui, j'avais plus accès à mon corps. J'étais complètement vulnérable, oui, carrément. Mais... Aujourd'hui, je n'accepte plus du tout de l'être, en fait, je pense, parce que je l'ai trop été. Donc, le petit mot de la fin pour la buvette. Sachez que peu importe ce qui vous arrive, vous pourrez toujours rebondir et il y a toujours une manière d'aller de l'avant, d'aller mieux et du coup d'être résiliente. Au nom de toutes les personnes qui t'ont écouté aujourd'hui, Flora, je te remercie. Je te remercie pour ta présence sur la buvette. Je te remercie pour ton témoignage poignant, touchant, magnifique dans toutes les expériences que tu as vécues. Merci d'avoir pris le temps de nous délivrer et de nous prêter ta jolie voix. Une voix remplie de sagesse et de positif et c'est très apprécié sur cette émission. Je vous invite donc à aller découvrir Inspiraville et Flora Mazarico. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et pourquoi pas mettre quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts.
Je vous remercie et je vous donne rendez-vous mercredi pour notre nouveau format d'épisode en 5 minutes. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.